bonjour. Imaginez découvrir votre femme dans les bras de votre meilleur ami, un soir où tout semble normal. C'est ce qui m'est arrivé. Mais ce n'était que le début. Des secrets enfouis, des mensonges éclatants, et des décisions qui changent une vie à jamais. Jusqu'où peut aller une trahison? Et comment reconstruire après un tel choc? Cette histoire vous tiendra en haleine, avec des révélations que vous n'oublierez jamais. Préparez-vous à être surpris à chaque tournant. Imaginez cela, vous rentrez chez vous après une longue journée, prêt à vous détendre, et vous découvrez quelque chose qui détruit votre monde en un instant. Cela m'est arrivé, il y a 2 mois. Je m'appelle Julien, je suis cadre dans une entreprise à Lyon, et jusqu'à récemment, je pensais avoir tout pour être heureux, un bon emploi, une épouse aimante, Amélie, et une fille brillante de 16 ans, Clara, qui se prépare pour son bac. Tout semblait bien se dérouler. Et puis, tout s'est effondré. Cela a commencé par une douleur sourde dans ma poitrine, une gêne que j'avais ignorée pendant des semaines. Le genre de douleur que l'on met sur le compte de la fatigue ou du stress. Mon ami Antoine, médecin généraliste, m'avait mis en garde lors d'un dîner. Julien, fais attention. Le stress est un tueur silencieux. J'avais ri à l'époque, mais ces derniers temps, ces paroles me revenaient souvent à l'esprit. Ce jeudi-là, je terminais ma journée au bureau, les yeux rivés sur un écran rempli de mails auxquels je n'avais aucune envie de répondre, quand mon téléphone a vibré. C'était Clara. Papa, tu viens? Tu as promis qu'on irait à cette nouvelle pâtisserie ensemble. Je regardais l'heure. Il était déjà 18h30. Oui, j'arrive, donne-moi 5 minutes, lui ai-je répondu. Je pris mes affaires et descendis rapidement, mais pas avant de m'arrêter au bureau d'Antoine pour lui rendre un livre qu'il m'avait prêté. Il n'était pas là. Sa secrétaire m'a dit qu'il était parti plus tôt pour régler des affaires personnelles. Clara m'attendait en bas, adossée à un poteau, le nez dans son téléphone. Elle leva les yeux en me voyant arriver et me lança un sourire. Enfin, je croyais que tu m'avais oublié. Jamais, lui ai-je dit en ébouriffant ses cheveux. Nous sommes allés directement à la pâtisserie. Clara m'a parlé de son lycée, de ses projets d'études et de ses envies de voyager à l'étranger après le bac. Cela faisait du bien de la voir si pleine de vie. Elle me rappelait Amélie, au début de notre relation, avant que la routine ne nous rattrape. Après une heure passée à savourer des éclairs au chocolat et des tartes aux fraises, Clara a proposé que nous rentrions. La nuit tombait et les rues étaient calmes. Nous avons pris un raccourci à travers un quartier résidentiel, un itinéraire que nous empruntions souvent. C'est là que je les ai vus. Sous le faible éclat d'un réverbère, un homme et une femme se tenaient très proches. Trop proches. D'abord, je ne pouvais pas voir leur visage, mais il y avait quelque chose dans leur posture, dans la manière dont ils riaient doucement, qui m'a fait m'arrêter. Clara s'est figée à côté de moi. « Papa » a-t-elle murmuré en agrippant mon bras. L'homme s'est penché, et la lumière a révélé son visage. C'était Antoine. Mon meilleur ami. La femme dans ses bras? Amélie. Je sentis mon cœur rater un battement. Non, ce n'était pas seulement cela. Il battait de façon irrégulière, comme s'il allait exploser. Nous nous sommes dissimulés derrière une haie, et pendant un moment, j'ai espéré qu'il ne nous avait pas vus. Mais les mots d'Amélie ont percé la nuit. Julien ne se doute de rien. Il me fait totalement confiance. Antoine a ri. Il est trop absorbé par son travail pour remarquer quoi que ce soit. Et Clara? Elle est encore trop jeune pour comprendre. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine se serrait, et ma vision devenait floue. Clara serra ma main et murmura, « Papa, partons d'ici. » Mais avant que nous puissions bouger, les phares d'une voiture ont illuminé la scène. Antoine et Amélie se sont figés, leurs regards se tournant vers nous. Amélie a écarquillé les yeux. Julien? Clara. Clara fit un pas en avant, sa voix froide et tranchante. Nous avons tout vu, maman. Et nous avons tout entendu. Antoine bredouilla quelque chose d'incohérent avant de s'enfuir dans un immeuble voisin. Amélie resta immobile, sous la pluie qui commençait à tomber, comme si elle venait de voir un fantôme. Je ne pouvais pas parler. Mon corps m'a trahi. Mes jambes ont lâché, et avant que je ne comprenne ce qui se passait, j'étais au sol. Clara criait, sa voix empreinte de panique, à l'aide. Mon père a besoin d'aide. La suite est floue. Des ambulanciers, des sirènes, une chambre d'hôpital. Quand j'ai repris conscience, Clara était à mes côtés,
son visage pâle et déterminé. « Papa, a-t-elle dit doucement, je suis là. Ce sera juste toi et moi maintenant. » À ce moment-là, j'ai compris que ma vie venait de basculer, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je suis resté une semaine à l'hôpital, entouré de machines qui surveillaient chaque battement de mon cœur. Les médecins m'ont dit que j'avais échappé de peu à une crise cardiaque. Le stress, ont-ils expliqué. Votre cœur ne peut pas tout encaisser. Stress. Ce mot semblait tellement banal comparé au chaos qui m'habitait. Comment expliquer la douleur de voir son monde s'effondrer en une nuit? Clara était là tous les jours. Elle m'apportait des livres, des encas, et des nouvelles de la maison. Elle avait déjà pris l'initiative de rassembler mes affaires et de les placer dans la chambre d'amis pour que je n'aie pas à croiser Amélie. Papa, elle essaie de faire comme si tout allait bien, m'a-t-elle dit un après-midi. Elle me pose des questions sur toi, mais je l'ignore. Ne te mets pas dans cette situation, Clara, ai-je répondu. C'est entre elle et moi. Elle a secoué la tête. Non, papa. Elle nous a blessés tous les deux. Je ne resterai pas spectatrice. Quand j'ai finalement été autorisé à rentrer, j'ai refusé de retourner chez nous. Nous ne pouvons pas rester là-bas, ai-je dit à Clara, alors que nous étions assis dans la voiture devant l'hôpital. Alors, où allons-nous, a-t-elle demandé. Je n'en avais aucune idée. Mon esprit était embrouillé par la colère et la douleur. N'importe où, sauf là-bas, ai-je répondu. Clara a sorti son téléphone. Il y a un appartement meublé en centre-ville. Ce n'est pas grand-chose, mais cela pourrait faire l'affaire. Prends-le, ai-je dit. L'appartement était petit, avec des murs jaunis et des meubles dépareillés, mais il ressemblait à un refuge. Clara m'a aidé à m'installer, déballant nos maigres affaires avec soin. Elle a même trouvé une vieille cafetière et préparé 2 tasses. Ce n'est pas chez nous, a-t-elle dit en me tendant une tasse. Non, ai-je répondu. Mais c'est un nouveau départ. Les premiers jours ont été étranges. Je travaillais à distance, essayant de me plonger dans mes dossiers pour oublier, mais chaque moment de silence était rempli des souvenirs d'Amélie et d'Antoine. Je revoyais sans cesse leurs visages sous le réverbère, leurs mots cruels qui me hantaient. Puis, un soir, alors que Clara était sortie voir une amie, il y a eu un coup à la porte. Je l'ai ouverte et je l'ai vue. Amélie. Elle semblait différente, presque effondrée, mais elle avait cette étincelle de défi dans les yeux. « Julien, je dois te parler », a-t-elle dit. J'ai croisé les bras. « Qu'est-ce que tu veux, Amélie ?» Elle a hésité, comme si elle cherchait les bons mots. « Je sais que j'ai tout gâché », a-t-elle commencé. « Je sais que je t'ai blessé, mais je veux réparer les choses. » Réparer, ai-je répété, incrédule. Tu crois vraiment qu'il y a encore quelque chose à réparer après ce que tu as fait? Elle a posé une main sur son visage, ses yeux se remplissant de larmes. Julien, c'était une erreur. Antoine ne signifiait rien. J'étais perdu. Perdu, ai-je dit, ma colère montant en moi comme une vague. Non, tu étais égoïste. Il ne s'agit pas de t'être perdu, mais de tes choix. Elle a tendu la main pour toucher mon bras, mais je l'ai repoussé. Tu as détruit notre famille, ai-je dit. Et Clara? Elle t'a entendu, Amélie. Elle a tout vu. Ses larmes ont coulé librement. Je ferai tout pour réparer cela. Tout. Il est trop tard, ai-je répondu, ma voix froide. Tu ne peux pas réparer ce que tu as détruit. Amélie est partie, et je suis resté debout dans le couloir, tremblant de rage et d'épuisement. Quand Clara est rentrée et m'a vu, elle a immédiatement compris. Elle est venue, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Réécrire l'histoire, ai-je répondu amèrement. Clara a hoché la tête, son expression dure. Elle n'a pas sa place ici, papa. Nous n'avons pas besoin d'elle. Tu as raison, ai-je dit. Mais les semaines qui ont suivi, je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi simple. Les jours passaient, mais le poids des événements refusait de s'alléger. Clara continuait à m'impressionner par sa force. Elle reprenait doucement sa routine, le lycée, ses amis, ses projets d'avenir. Mais derrière son sourire, je pouvais voir que la douleur était toujours là. Pour moi, les nuits étaient les plus difficiles. Chaque fois que je fermais les yeux, les images d'Amélie et d'Antoine revenaient me hanter. Leur proximité, leur rire, et surtout leurs mots. Julien ne se doute de rien. Puis, un matin,
la réalité frappa à nouveau, mais d'une manière que je n'attendais pas. J'étais en train de répondre à des emails lorsque mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. Et, Julien, c'est Antoine. Ma mâchoire se serra. Rien que le son de sa voix me donnait envie de raccrocher. Qu'est-ce que tu veux, demandai-je sèchement. Je sais que j'ai perdu ton amitié, et que je ne mérite pas ton temps, dit-il rapidement. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, à propos d'Amélie. Je fermai les yeux, ma patience s'amenuisant. Si c'est pour m'expliquer à quel point elle est perdue ou malheureuse, épargne-moi, Antoine. Ce n'est pas cela, insista-t-il. Elle ne va pas bien, Julien. Elle est obsédée par l'idée de récupérer Clara. Elle m'a dit qu'elle ferait tout ce qu'il faut pour y arriver. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. Tout ce qu'il faut, répétai-je. Oui, dit-il. Elle m'a même menacé. Elle croit que tu lui as volé sa fille. Je pense qu'elle est capable de quelque chose de dangereux. Je raccrochai, incapable d'écouter une seconde de plus. Antoine essayait-il vraiment de me prévenir, ou était-ce un autre moyen de semer le chaos? Je gardai cette conversation pour moi, ne voulant pas inquiéter Clara inutilement. Mais cette nuit-là, alors que je verrouillais les portes et vérifiais les fenêtres, je sentis pour la première fois un véritable sentiment de peur. Quelques jours passèrent, et tout sembla redevenir calme. Mais cela ne dura pas longtemps. Un samedi après-midi, alors que Clara et moi faisions les courses au supermarché, je la vis. Amélie. Elle était là, au bout de l'allée, tenant un panier à moitié vide. Elle ne regardait pas les produits. Elle nous regardait. Clara remarqua immédiatement mon changement de posture. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ta mère, répondis-je à voix basse. Clara tourna la tête et la vit à son tour. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?»« Attendons qu'elle parte, suggérai-je, essayant de garder mon calme. Mais Amélie n'attendit pas. Elle avança vers nous, le panier toujours à la main, son visage étrangement neutre. « Julien, Clara, dit-elle doucement. Je peux vous parler un instant ? Non, répondit Clara, son ton tranchant. Tu n'as rien à dire que je veuille entendre. Clara, s'il te plaît, insista Amélie. Je suis ta mère. Tu l'étais, rétorqua Clara. Mais tu as détruit cette relation toi-même. Je posai une main sur l'épaule de Clara. Allons-y, dis-je. Amélie me lança un regard chargé de désespoir. Julien, tu ne peux pas continuer à me priver de ma fille. Elle mérite de connaître ma version des faits. Je me retournai, les dents serrées. Elle connaît déjà ta version, Amélie. Elle t'a vu. Elle t'a entendu. Et elle a fait son choix. Amélie resta figée, comme si mes mots avaient enfin atteint leur cible. Clara et moi sortîmes du magasin, laissant Amélie derrière nous. Mais cette rencontre déclencha une nouvelle série d'événements. Quelques jours plus tard, je reçus un courrier recommandé. Un dossier juridique. Amélie demandait une garde partagée de Clara. Quand Clara rentra de l'école ce jour-là, je lui montrai les papiers. Elle les lut en silence, ses traits devenant de plus en plus durs. Elle plaisante, finit-elle par dire. Non, Clara, répondis-je. Elle ne plaisante pas. Elle veut aller au tribunal. Clara posa les papiers sur la table, son regard fixé sur moi. Je veux être là. Je veux parler. Elle doit entendre ce que je ressens. Tu es sûr, demandai-je. Absolument, répondit-elle. Elle ne peut pas nous forcer à l'accepter dans nos vies. Et c'est ainsi que nous nous sommes préparés pour une nouvelle bataille, cette fois dans une salle d'audience. Le jour de l'audience arriva plus vite que je ne l'aurais imaginé. Je m'étais préparé autant que possible, rassemblant des preuves et des témoignages. Clara, elle, était déterminée. Elle avait insisté pour parler devant le juge, malgré mes tentatives pour la protéger. Nous sommes arrivés au tribunal, l'atmosphère lourde et oppressante. Amélie était déjà là, assise avec son avocat. Elle portait une tenue impeccable, comme si cela suffisait pour masquer le chaos qu'elle avait causé. Quand elle nous vit entrer, elle nous adressa un faible sourire, mais ni Clara ni moi ne répondîmes. L'audience commença avec les arguments de l'avocat d'Amélie. Il la décrivait comme une mère aimante, une femme ayant fait des erreurs mais désireuse de reconstruire des liens avec sa fille. Je serrai les poings, ma colère bouillonnant sous la surface. Puis ce fut notre tour.
Mon avocat fit une présentation concise, expliquant les circonstances et le contexte du conflit. Mais le moment clé arriva quand Clara se leva pour prendre la parole. Elle s'avança vers le pupitre, droite et confiante. Je sentais son courage, mais aussi la douleur qu'elle portait. Je voudrais dire quelque chose, commença-t-elle, sa voix forte et claire. Le juge hocha la tête. Allez-y, mademoiselle. Clara inspira profondément avant de commencer. Je suis ici parce que ma mère essaie de forcer un lien qui n'existe plus. Je l'ai vu trahir mon père. J'ai entendu ce qu'elle a dit cette nuit-là, des choses que je n'oublierai jamais. Elle a brisé notre famille, et maintenant elle prétend vouloir réparer les choses. Mais c'est trop tard. Je ne peux pas lui faire confiance. Amélie baissa la tête, incapable de soutenir le regard de Clara. Mon père, continua Clara, a été là pour moi à chaque instant. Il m'a soutenu, il m'a protégé, et il m'a aidé à avancer malgré tout cela. Je ne veux pas que ma mère interfère dans ma vie. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'elle a fait. Quand Clara se rassit, un silence pesant envahit la salle. Même le juge semblait ému par ses paroles. Après une délibération qui sembla durer une éternité, la décision fut rendue, la garde resterait exclusivement entre mes mains. Amélie avait le droit de demander des visites supervisées, mais seulement si Clara le souhaitait. Amélie quitta la salle sans un mot, ses épaules affaissées. Je ne ressentis ni satisfaction ni triomphe, juste un profond soulagement. Clara me prit la main alors que nous quittions le tribunal. « C'est fini, papa, dit-elle doucement. »« Oui, répondis-je, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas encore complètement terminé. Et j'avais raison. » Quelques semaines plus tard, alors que Clara était sortie avec des amis, je reçus un appel qui me glaça le sang. C'était Antoine. « Julien, je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux entendre, mais tu dois m'écouter. »« Qu'est-ce que tu veux, Antoine ?» demandai-je, exaspéré. « C'est Amélie. Elle n'a pas accepté la décision. Elle m'a dit qu'elle ferait tout pour reprendre le contrôle. Julien, je pense qu'elle est au bord de la folie. »« Pourquoi me dis-tu cela ?» demandai-je, soupçonneux. « Parce que tu dois te méfier. Elle est imprévisible. » Je raccrochai, mon cœur battant la chamade. Était-ce un vrai avertissement ou une manipulation de plus? 2 jours plus tard, je reçus une lettre anonyme. Elle n'était pas signée, mais l'écriture me sembla familière. « Tu ne peux pas m'empêcher d'être dans la vie de Clara. Je trouverai un moyen. » Je montrai la lettre à la police, mais ils me dirent que sans preuve concrète, il n'y avait pas grand-chose à faire. « Faites attention et appelez-nous si cela va plus loin », me conseilla l'officier. Clara remarqua rapidement que j'étais tendu. « C'est encore maman, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Je ne suis pas sûr, mentis-je. Mais Clara était plus intuitive que je ne le pensais. « Papa, quoi qu'elle essaie, elle ne peut pas nous atteindre. Pas cette fois. » J'aurais aimé partager son optimisme. Je savais que la paix serait fragile. La lettre anonyme et l'appel d'Antoine m'avaient laissé en alerte permanente. Clara semblait plus forte que jamais, mais je pouvais sentir qu'elle était aussi à bout. Quelques jours après, les choses prirent une tournure plus inquiétante. Je rentrais à la maison après avoir fait des courses quand je remarquai quelque chose d'étrange. La porte de l'appartement était légèrement entrebâillée. « Clara » appelai-je, ma voix plus forte que je ne l'avais prévu. Aucune réponse. J'entrai prudemment, mon cœur battant à tout rompre. Tout semblait à sa place, mais il y avait une tension dans l'air, comme si quelqu'un venait de quitter les lieux. Clara n'était pas encore rentrée de l'école, et j'étais seul. En m'avançant vers la cuisine, je remarquai un objet sur la table. Une photo. C'était une vieille photo de famille, prise il y a des années, lorsque Clara n'était encore qu'une enfant. Quelqu'un avait dessiné un cercle rouge autour du visage d'Amélie, avec des mots griffonnés en dessous. « Elle ne renoncera jamais. » Je reculai, glacé. Cette fois, je n'attendis pas. J'appelai la police, leur expliquant ce que j'avais trouvé. 2 officiers arrivèrent rapidement, inspectant l'appartement et prenant la photo comme preuve. « Il n'y a pas de signe d'effraction, » dit l'un d'eux. « Vous êtes sûr d'avoir bien verrouillé ?»« Absolument, » répondis-je. Et cette photo n'était pas là ce matin. Nous allons renforcer les patrouilles autour du quartier. Si vous remarquez quoi que ce soit de suspect, appelez immédiatement, dit l'autre. Clara arriva peu après,
trouvant les policiers en train de quitter les lieux. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Je lui expliquai tout, montrant la photo qu'ils avaient emportée. Clara resta silencieuse un moment, puis hocha la tête. C'est elle. Je le savais. Clara, nous devons rester vigilants, dis-je. Je ne veux pas que tu sois seule, ni ici, ni ailleurs. Je ne suis pas une enfant, papa, répondit-elle, mais son ton était plus doux qu'à l'habitude. Les jours suivants furent calmes, presque trop calmes. Je vérifiais les caméras de sécurité toutes les nuits, sursautant au moindre bruit. Clara, quant à elle, faisait tout pour rester positive, bien qu'elle ne quittât plus jamais la maison sans vérifier 3 fois derrière elle. Mais la tempête revint un soir pluvieux. Clara et moi étions en train de dîner quand la lumière s'éteignit brusquement. L'appartement plongea dans l'obscurité totale. « Papa » appela Clara, sa voix trahissant une légère panique. « Reste ici » lui dis-je, attrapant la lampe torche que je gardais dans un tiroir. Je vérifiai le disjoncteur, mais tout semblait en ordre. Puis, dans le silence de la nuit, j'entendis quelque chose. Un bruit de pas, venant de l'arrière-cour. Je pris mon téléphone et vérifiai les caméras de sécurité. Ce que je vis me glaça le sang. Amélie était là, debout sous la pluie, regardant directement l'objectif de la caméra. Elle portait un long manteau sombre, et dans sa main, elle tenait un objet que je ne pouvais pas identifier. J'appelai immédiatement la police. Mon ex-femme est sur ma propriété. Elle est instable et pourrait être dangereuse. Les unités sont en route, répondit le standard. Je retournai vers Clara, qui était restée dans le salon. La police arrive, lui dis-je. Verrouille les portes et reste à l'écart des fenêtres. Mais Amélie ne semblait pas vouloir attendre l'arrivée des forces de l'ordre. En regardant par la fenêtre, je la vis se diriger vers la porte arrière, essayant de forcer la poignée. « Amélie, arrête » criai-je à travers la porte. « Tu ne peux pas m'éloigner de Clara, Julien » hurla-t-elle. Les sirènes retentirent au loin, et je vis Amélie hésiter. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ramassa une pierre et la lança contre la fenêtre, faisant éclater la vitre en morceaux. C'était suffisant pour que les policiers surgissent, leurs lampes torchées éclairant la scène. Amélie lâcha ce qu'elle tenait et leva les mains en l'air, ses épaules tremblant. Elle fut arrêtée sur le champ, mais avant d'être emmenée, elle tourna son regard vers moi. « Je voulais juste ma famille » dit-elle doucement, comme une justification pathétique. Quand tout fut terminé, Clara et moi restâmes debout au milieu du salon, entourés de verres brisés et de silence. « C'est vraiment fini, cette fois » demanda-t-elle, sa voix brisée. « Oui » répondis-je, mais même moi, je n'étais pas sûr d'y croire. Après l'arrestation d'Amélie, les jours qui suivirent furent étrangement calmes, comme si une tension invisible s'était dissipée. La police nous informa qu'elle faisait face à des accusations de harcèlement, de violation de domicile et de dégradation de biens. Elle était également soumise à une évaluation psychologique avant toute décision judiciaire. Clara et moi essayions de retrouver une routine. Nous avons fait remplacer la vitre brisée, renforcer les serrures et installer une alarme encore plus sophistiquée. Mais même avec ces mesures, l'ombre d'Amélie planait encore sur nous. Une semaine après l'incident, je reçus un appel de son avocat. « Monsieur Julien, je représente votre ex-femme, Amélie. Elle souhaite vous adresser une lettre. » « Une lettre » répondis-je, ma voix plus froide que je ne l'aurais voulu. Je ne vois pas ce qu'elle pourrait avoir à dire. Elle affirme vouloir s'excuser, expliqua-t-il. Elle m'a assuré que cette lettre est sincère et qu'elle respecte votre décision, ainsi que celle de Clara. Après un moment d'hésitation, je donnai mon accord. La lettre arriva 2 jours plus tard. Elle était écrite à la main, sur un papier simple, sans prétention. Julien. Je sais que mes mots ne changeront rien, mais je ne pouvais pas partir sans te dire combien je regrette tout ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à toi. Ce que j'ai fait à Clara. Je ne peux pas me pardonner de vous avoir blessé. Je sais que je ne mérite plus une place dans vos vies, mais je veux que tu saches que je suis désolé, profondément. Amélie. Je laissai la lettre sur la table de la cuisine, incapable de décider quoi en faire. Clara la remarqua ce soir-là. « C'est de maman » demanda-t-elle. « Oui » dis-je simplement. « Qu'est-ce qu'elle veut ?»« Elle dit qu'elle est désolée » répondis-je. Clara prit la lettre, la lut en silence, puis la reposa. « Je ne sais pas si c'est sincère » dit-elle après un moment. « Mais même si ça l'est,
cela ne change rien pour moi. Moi non plus, répondis-je. Et c'était vrai. Les mots d'Amélie n'effaceraient pas ce qu'elle avait fait. Mais ils marquaient peut-être la fin d'un chapitre que je n'avais jamais voulu écrire. Les semaines passèrent, et nous avons commencé à avancer. Clara reprenait confiance en elle, se concentrant sur ses études et ses amis. Quant à moi, je recommençais à retrouver une certaine sérénité. Un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse, regardant les étoiles, Clara brisa le silence. « Tu sais, papa, malgré tout ce qui est arrivé. Je pense que nous allons bien. » Je tournai la tête vers elle, surpris. « Tu le penses vraiment ?» Elle hocha la tête avec un petit sourire. « Oui. Parce que nous avons fait face. Et nous sommes encore là, ensemble. » Ces mots résonnèrent en moi, dissipant les dernières ombres qui pesaient sur mon cœur. Oui, nous allions bien. Et cette fois, je savais que c'était vrai. Au revoir.